Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, chuchote-moi une histoire. Nous allons terminer les contes bretons de Pierre Jacques Elias. Très belle écoute à tous. Le pantalon à sarcler. Une nouvelle navrante est arrivée à Kernivin. Le vieux maître est mort à Paris, mort entre les mains des plus grands médecins du monde. Trop de sel dans son urine, paraît-il, mais surtout 80 ans dans la carcasse. À cet âge, un organe ou l'autre tourne mal et c'est assez souvent la boutique à eau. Le maître savait qu'il en était à son dernier sillon. 6 mois auparavant, il avait assuré à Vincent Baven qu'il n'attraperait pas le mois de la paille blanche. Et il a rejoint les trépassés le jour de la fête de Marie, mi-août. S'il avait été un pauvre homme, on lui aurait permis de mourir dans sa maison, au milieu de ses champs et de ses pommiers. Il aurait entendu le bruit de la mer sur les galets pendant son agonie, puisque le vent est fixé au sud-ouest. Mais un maître de manoir devait payer de grands médecins pour veiller sur son dernier souffle à la place du surroi sauvage. C'est cela la richesse maintenant. Il est mort et enterré à Paris. Son fils est là-bas parmi les gros bonnets. Quelques jours, peut-être, on ramènera le corps à Kernivin. Ce serait une bonne action. Et Champlouinec pourrait chanter les grâces sur les reliques. Champlouinec qui sait si bien converser avec le Seigneur Dieu, tant en latin qu'en breton, ainsi soit-il. Vincent Banven est journalier sur les terres de Kernivin. Son père l'était avant lui et tous les Banven de mémoire d'homme. Vincent n'a jamais reçu de loi que du vieux maître. Depuis 50 ans, il lui est soumis pour le travail, son égal pour le reste des maîtres, lui aussi dans sa propre maison. Ils ont vécu en bons voisins depuis toujours, le riche faisant bien attention de ne pas offenser le pauvre, celui-ci se tenant à son rang sans penser à monter sur ses sabots. Le maître venait assez souvent manger la bouillie d'avoine dans la chaumière de Vincent, chaque fois qu'il était prié d'y venir, et il apportait sa cuillère dans sa manche. Le journalier s'asseyait aussi souvent à la table du maître, et il coupait sa tranche de lard salé avec son propre couteau. Du reste, le pauvre était rouge, c'est-à-dire républicain, le riche était blanc et partisan de quelque roi, bien que l'un de ses ancêtres roturiers eût fait croître son apanage aux dépens de la noblesse en exil, autrefois au temps de la grande révolution. Ce n'était nullement de la politique, mais un état obligé. Ils étaient rouges et blancs, comme on est brun ou blanc. Qu'y a-t-il à y faire et pourquoi se regarder d'un œil d'orve? Vincent et le maître avaient le regard droit à cause d'un respect réciproque. Et maintenant le vieux est mort. Le manoir est tombé à son fils. Qu'est-ce que ce fils-là, qui a quitté le pays il y a 30 ans et qui n'a pas été souvent revu dans les barrages? C'est un homme instruit, peut-être a-t-il la tête enflée. C'est un bourgeois, peut-être ne connaît-il pas la civilité des campagnes, pis encore, peut-être l'a-t-il désapprise. Aujourd'hui, le nouveau maître est arrivé. On a porté nouvelle à Vincent. Le journalier prend le chemin du manoir, le visage sombre. Toute sa famille est sur son seuil, pleine d'appréhension, et le regarde s'en aller.
trouve que le père est fait de bois debout et qu'il ne saurait plier. Si le jeune propriétaire ne lui plaît pas, s'il en reçoit quelque offense en parole ou en acte, il faudra charger les meubles sur la charrette à la Saint-Michel et s'en aller chercher une autre tanière loin de Kerniva. Vincent a revêtu son pantalon à sarclés, celui du travail quotidien, sans couleur, sans forme, cette fois rapiécé. Sur le dos, une chemise bleue qui a gardé la sueur acide des jours de moisson. Pareil au bonhomme misère, le ménager porte sous l'aisselle un sac de chanvre qui ne semble pas peser très lourd. Marchant sur le cuir de ses pieds, le voilà qui remonte l'avenue conduisant au manoir. Arrivé devant le perron, Vincent tousse fortement 3 ou 4 fois. La porte s'ouvre, le maître s'avance sur le seuil. C'est un homme de haute taille, jeune et élégant, mais déjà gris de cheveux. Il ne ressemble pas au vieux monsieur, à la dame plutôt, morte en le mettant au monde. Il sourit. Entrez donc, Vincent Banven, s'il vous plaît. Vincent se racle la gorge. Je suis un trop pauvre diable, maître de Kerniva, pour aller dans votre grande salle avec mes haillons et mes pieds salis. Le jeune monsieur descend le perron jusqu'au journalier. Il ne sourit plus. Vincent Banven, dit-il, a le droit d'entrer dans la salle de Kerniva chaque fois qu'il le désire et dans l'état où il se trouve, même s'il vient de charrier du fumier. Vincent se laisse aller à soupirer longuement. Les larmes lui montent aux yeux. Sans un mot, il déboutonne son pantalon à sarclés et le fait tomber à terre. Dessous, il porte son pantalon du dimanche, un beau pantalon à rayures. Ensuite, il tire du sac de chambre une chemise blanche, un veston de drap neuf et une paire de souliers de cuir. Devant le perron de Kerniva et en face du maître étonné, voilà le paysan qui se met sur son 31. Ce n'était pas la peine, dit le maître. Vincent bombe la poitrine et redresse la tête. Si, maître, cela vaut la peine. Puisqu'on me fait honneur, je fais honneur aussi. Et le journalier, abandonnant sur la cour la dépouille du pauvre homme, gravit le perron de Kerniva avec son maître, épaule contre épaule. Son corps entier frémissait d'allégresse, malgré le bouton de la chemise neuve qui était un peu serré. Tremble donc, que je tremble, au temps dont je vous parle et qui a été avalé par le soleil des loups depuis belle lurette. La broche n'était pas grasse chez les pauvres gens du pays bigoudin. On vivait de galettes sèches, de pain d'orge et de cette soupe de vigile qu'on appelait la soupe aveugle, parce qu'il ne montait jamais d'œil sur son eau par manque de viande. Il fallait garder les champs contre les bandes d'enfants affamés qui battaient les chemins de la campagne à la recherche de quelque chose à faire descendre en eux. En un tournement, ils auraient nettoyé une pièce de navet ou de carottes à vache, laissant la terre aussi nue et aussi tendre derrière eux que la paume d'un notaire. Or, c'étaient les tailleurs et les brodeurs qui étaient le plus à plaindre. D'abord, parce qu'ils ne possédaient pas la moindre terre pour en tirer racines, feuilles ou grains. Ensuite, parce qu'ils étaient portés sur la nourriture et s'accommodaient mieux de la bonne que de la mauvaise. Il ne restait pas aux pauvres gens assez de fesses pour remplir leurs culottes, et ils n'osaient plus s'asseoir sur la pierre ou le bois de peur de s'écorcher. Quelle pitié
sauvages qui couraient sous les arbres et se cachaient dans les terriers. Tous les pauvres diables qui noircissaient de faim dans les chaumières ne rêvaient que de dépouiller ces animaux et d'en faire la fête du rôti. Hélas, le seigneur du manoir préférait les conserver pour offrir le plaisir de la chasse aux grosses têtes qui l'invitaient à venir le voir. Ses gardes étaient à l'affût jour et nuit dans les bois, et tant pis pour le braconnier qui serait tombé dans leurs griffes. Il se trouva pourtant un tailleur qui fut assez courageux pour tenter l'aventure. Sa faim de viande fraîche était plus forte que sa peur des gardes. Un jour donc, le gars se glissa dans les bois défendus, non point du côté des énormes piliers de pierre où s'auscultaient toutes sortes de gueules bizarres, mais le plus loin possible du manoir. Et voyez quelle malchance! C'était juste par là que patrouillaient les gardes. Et voilà notre chasseur devenu gibier lui-même. À peine eut-il été aperçu par les gens du manoir que le tailleur vida la place en coup de vent, et les autres de galoper sur ses traces. Mais il n'était pas de sa taille à la course, trop gras et trop bien nourri peut-être, alors que lui n'avait à traîner que sa peau et ses os, poussés au surplus entre les épaules par la force de sa peur. Il se rua au vol vers la première maison qu'il trouva devant son nez, et le voilà dedans sans avoir vu la porte, mais en laissant son haleine dehors. Le maître de la maison était assis à table et demeura saisi sur le coup. « Au nom de Dieu, donnez-moi un trou pour me cacher, » dit le fuyard avec ce qui lui restait de souffle. « Qu'est-ce qui vous arrive, pauvre homme? Ils sont derrière moi. »« Qui? Les gens du Seigneur. »« Eh bien, dit l'autre, montez dans le lit clos près de ma vieille, qui est malade à mourir. » Aussitôt après, les gardes entrèrent dans la maison. Nous sommes à la poursuite d'un vagabond qui cherchait à faire dommage à notre maître. Il est venu de ce côté. Est-ce que vous l'avez vu? Je n'ai vu la couleur de personne, dit le paysan, tranquille comme tout. Cherchez autant que vous voudrez à travers la maison. Il n'y a qu'ici que moi et ma pauvre femme qui tremble dans son lit avec la fièvre